Bon voilà, alors avant de commencer, si vous me connaissez et que vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime porter des casquettes et collectionner plein de vêtements d'époque en lien avec des films. Au fil du temps, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient « Mais hey, quand est-ce que tu fais des vêtements TFTC ?» Eh bien ce jour est arrivé car je suis heureux de vous annoncer que je lance une collection éphémère qui va durer 30 jours. Il y a une casquette forcément, un hoodie, un sweat et un t-shirt. J'ai souhaité quelque chose de très minimaliste qui respecte les codes couleurs de la chaîne, noir et bleu, avec le logo en petit, que je voulais absolument en broder. Les pièces sont vraiment de qualité et hyper confortable, je voulais vraiment pas d'un truc cheap. C'est 100% bio et brodé en France dans un atelier à Nantes. Pour ceux et celles qui achèteront un article, ça viendra automatiquement avec ce très cool sticker, et si vous achetez 2 articles, vous aurez en cadeau un sticker plus un pins. Je suis trop content d'avoir un pins TFTC, ça vient compléter ma collection. Voilà, je vous mets le lien de la boutique en description, et j'ai déjà hâte de croiser un jour l'un d'entre vous dans la rue avec une casquette, un hoodie, un sweat ou un t-shirt. Je vous rappelle que c'est une collection éphémère et qu'elle dure seulement 30 jours. Bon, comme c'est la tradition, on va refaire une intro pour commencer le Tabs. Bon voilà, s'il y a bien un nom qui revient en boucle dans les coms depuis des mois et des mois pour un Tabs, c'est bien celui de Christopher Nolan. Mais j'attendais un peu histoire qu'il accumule plusieurs classiques. Et des classiques, il n'y a presque que ça dans sa filmographie. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur un des réalisateurs les plus fascinants du 21e siècle. Christopher Edward Nolan naît le 30 juillet 1970 dans le quartier de Westminster à Londres. Son père, britannique, travaille dans la pub et sa mère, américaine, est prof d'anglais. Christopher Nolan a donc la double nationalité et passe son enfance entre Londres et Chicago. Alors qu'il a 7 ans, son oncle, qui travaille à la NASA, lui ramène un soir à la maison des vidéos de lancement de la fusée Apollo. Le jeune Nolan développe alors une fascination pour l'espace et emprunte dans la foulée la caméra Super 8 de son père, caméra avec laquelle il filme ses premières images, mettant en action ses jouets et ses figurines. Dans le même temps, il commence à voir de plus en plus de films et est fasciné par 2001 l'Odyssée de l'espace qui lui donne envie à 11 ans de devenir plus tard réalisateur. Et le destin est beau quand on sait qu'il a supervisé la restauration du film 37 ans plus tard en 2018. Le jeune Christopher Nolan voue également une admiration pour le cinéma de Ridley Scott et comprend en regardant Alien et Blade Runner l'importance du métier de réalisateur. Il réalise qu'il admire ces deux films pour le style qu'a su imposer le metteur en scène à l'écran, autre élément qui lui a donné envie d'en faire son métier. But Ridley Scott's Blade Runner, I first watched on VHS. I didn't go to this. I was too young to go see it in the cinema. You know, it was an R-rated film and all the rest. And even on that smaller screen, something about the immersion of that world and the creation of that world really spoke to me. And I watched that film hundreds of times, literally hundreds of times. Comme beaucoup d'enfants et d'ados nés dans les années 70, c'est également un gros fan de Star Wars et en 1982, alors âgé de 12 ans, il réalise avec la caméra de son père son premier petit film appelé Space Wars, pour lequel il reproduit les décors de Star Wars avec des boîtes d'œufs et des rouleaux de papier toilette. Le reste de son temps, il le passe à lire des comics de Batman avec ses deux frères, et c'est de cette façon que grandit Christopher Nolan, la tête dans l'espace, les films de science-fiction et les comics. Son futur était déjà tracé. Le jeune Christopher Nolan va devenir celui qu'on connaît aujourd'hui sans jamais avoir intégré une école de cinéma. Après des années en enseignement privé, il choisit l'University College of London afin d'y étudier la littérature anglaise. Et s'il choisit cette université, c'est aussi parce qu'elle possède une salle de montage et des caméras 16 mm. Très vite, il devient président de la section cinématographique de l'établissement et organise des projections de films afin de mettre de l'argent de côté. Argent qu'il utilise pour réaliser son premier court-métrage en 1989 intitulé Tarantella, une sorte de cauchemar surréaliste d'une durée de 4 minutes. Dans la foulée, il quitte l'Angleterre pour quelques mois et réalise un documentaire suite à un safari à travers 4 pays africains. De retour au Royaume-Uni, il réalise son deuxième court-métrage en 1995, Larceny, qui est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur court ayant été projeté à l'University College of London. 2 ans plus tard, au milieu de quelques vidéos d'entreprise pour se faire de la thune, il réalise son troisième court, Doodlebug, film dans lequel un homme tente de tuer ce qui semble être un insecte avant de se rendre compte qu'il vient de s'écraser lui-même en miniature. Ce court, il le réalise avec l'aide de Emma Thomas, étudiante rencontrée quelques mois auparavant, qui est aujourd'hui sa femme depuis maintenant 21 ans. Nous sommes alors en 1997 et durant un an, Christopher Nolan va vivre sa période la plus compliquée, ce qu'il appelle encore aujourd'hui la période de la pile de lettres de refus. Il propose ses services et ses scénarios à toutes les boîtes de prod possibles, accumulant les retours négatifs. Il va donc devoir faire confiance à un seul homme, lui-même.
Alors durant un an, Christopher Nolan se démène afin de réaliser son premier film avec ses propres moyens et un minuscule budget de 6 000 $. Film qu'il ne tourne que les week-ends, l'équipe technique et les acteurs ayant un boulot alimentaire la semaine. Raison pour laquelle Nolan stipule aujourd'hui dans ses contrats qu'il ne souhaite pas travailler le week-end, traumatisé par cette expérience. Son premier film s'appelle Following et raconte l'histoire d'un type qui suit des gens au hasard dans la rue, avant de se décider un jour à entrer chez l'un d'entre eux par effraction. L'idée de ce film vient en partie d'un cambriolage qu'a subi Christopher Nolan à Londres et qui l'a considérablement marqué. Et le tournage de ce film, c'est vraiment avec les moyens du bord, puisque les vêtements que portent les acteurs et actrices sont ceux de Christopher Nolan et de sa femme, et pour la bouffe lors de la pause déj, c'est ni plus ni moins que la mère de Nolan qui fait les sandwichs. Étant donné le faible budget, les scènes sont intensément répétées avant de les tourner, afin d'être efficaces et d'économiser au maximum la pellicule. Malgré des conditions difficiles, ce premier film voit le jour et est extrêmement bien reçu par la critique. Le New Yorker tente une comparaison avec Hitchcock et Following obtient quelques mois plus tard un prix au Festival de Toronto. Dans ce film, on trouve déjà ce qui fera la patte de Christopher Nolan, une narration non chronologique et un retournement final surprenant. Nous sommes en 1998 et avec ses 6 000 $ économisés sur plusieurs années, Christopher Nolan est parvenu à faire parler de lui jusqu'à Hollywood. Désireux de tourner aux États-Unis, Christopher Nolan quitte Londres afin de retourner vivre à Chicago, autre ville de son enfance. Durant un road trip jusqu'à Los Angeles, son frère, qui l'accompagne, lui soumet l'idée d'un film qui va définitivement lancer la carrière de Christopher Nolan, à savoir Memento. Ce frère, Jonathan Nolan, par ailleurs créateur de la série Westworld, est très important dans son développement car il écrira par la suite bon nombre de films avec lui. La fratrie Nolan compte également un troisième frère, Matthew, qui lui n'écrit pas de films mais les vit carrément. Il s'avère que c'est un tueur à gages ayant torturé et assassiné sur commande un haut financier américain au Costa Rica en 2005. Une fois en prison, il tenta plusieurs fois de s'évader, sans succès. Cette histoire paraît folle, mais elle est pourtant vraie et terriblement tabzienne. Avec l'aide de son autre frère, donc, Christopher Nolan se fait définitivement connaître avec Memento, brillant thriller nommé aux Oscars pour le meilleur scénario et aujourd'hui considéré comme un des plus grands films des années 2000. Et comme je ne suis pas avare d'infos croustillantes, voici une petite histoire que j'adore. Dans son premier film, Following, ainsi que dans son deuxième, Memento, on peut à chaque fois apercevoir le logo Batman, alors qu'il était à des années-lumière de se dire à ce moment-là qu'il allait réaliser plus tard probablement le meilleur film de la franchise. Ça s'appelle Le Destin. 2 ans plus tard, en 2002, Christopher Nolan passe un cap très important puisque, épaté par Memento, le réalisateur et producteur Steven Soderbergh, que l'on connaît entre autres pour la série des Oceans, pousse auprès de la Warner pour que ces derniers engagent Nolan afin de réaliser le très bon thriller Insomnia, avec Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank, remake d'un film norvégien. C'est ainsi qu'il met les pieds chez Warner Bros, avec qui il va par la suite réaliser tous ses films. Et comme c'est Warner qui gère les Batman, Christopher Nolan s'engouffre dans la brèche et en profite pour leur exprimer son rêve de réaliser un jour un Batman. Et ils ne vont pas lui en offrir un, mais 3. Nolan enchaîne donc avec Batman Begins qui relance brillamment la franchise. Au milieu de tout ça, il continue son sans faute avec le Prestige dans lequel il retrouve Christian Bale, avant de marquer mondialement les esprits avec The Dark Knight en 2008. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce film ici car j'en ai déjà fait un vidéo store, je vais juste vous citer le réalisateur Kevin Smith qui a dit à propos de ce film: c'est le parrain 2 des films de super-héros. La suite est toujours aussi impressionnante. 2 ans plus tard sort Inception, puis The Dark Knight Rises, qui présente la particularité de nous offrir la scène que préfère Nolan dans tous ses films, à savoir celle d'ouverture se déroulant dans un avion. Par la suite, le réalisateur devient producteur en mettant de l'argent dans Man of Steel, Batman v Superman et Justice League, avant de réaliser entre deux Interstellar, qui devient un classique de science-fiction instantané. Film qui traînait dans les tiroirs à Hollywood et qui devait à la base être réalisé par Steven Spielberg. En 2017, il poursuit avec Dunkerque et qu'il pitch à Warner en leur disant: je vais faire un film qui va donner aux spectateurs l'impression d'avoir un casque de réalité virtuelle alors qu'ils n'en auront pas. Et ce film, effectivement très immersif, est un succès, devenant en quelques semaines le film de guerre le plus rentable de l'histoire avec 530 millions de dollars au box-office, dépassant Il faut sauver le soldat Ryan qui détenait le record avec 480 millions. Et son dernier fait d'armes est donc Tenet, film dans lequel il fait exploser un Boeing 747 sans avoir recours à la CGI, car c'est aussi ce qui fait la particularité de Christopher Nolan, il veut que son cinéma soit palpable. Il souhaite avoir recours le moins possible aux ordinateurs et au fond vert et continue de tourner en pellicule. Un seul regret dans sa filmographie, ne pas avoir pu tourner un projet qui lui tenait à cœur, l'adaptation de la vie du millionnaire Howard Hughes. Il souhaitait offrir le rôle à Jim Carrey avant d'apprendre que Martin Scorsese travaillait au même moment sur une adaptation, devenue Aviator avec Leonardo DiCaprio. Christopher Nolan continue de clamer aujourd'hui que le script qu'il a écrit pour ce film est le meilleur rédigé dans sa vie. Et savoir qu'il aurait pu diriger Jim Carrey nous laisse forcément des regrets.
quelques années, Christopher Nolan est presque devenu le Spielberg des années 2000 pour la nouvelle génération. Il est d'ailleurs aujourd'hui le 5e réalisateur le plus bankable de l'histoire du cinéma, avec en tout 1,9 milliard de recettes au box-office. Encore loin derrière James Cameron, qui détient toujours la première place. Et si les films de Christopher Nolan fonctionnent autant, c'est aussi et peut-être pour son sens du détail. J'ai plein d'exemples cool. Quelques jours avant la sortie d'Interstellar, il alla sur son temps libre dans quelques cinémas de New York, afin de constater si le matériel sur place était adéquat pour diffuser son film dans les meilleures conditions. Et sur ces plateaux, Christopher Nolan est très strict. Les chaises entre deux prises sont interdites pour les acteurs, ainsi que les bouteilles en plastique à cause de leur bruit, et enfin les téléphones portables qui sont pour lui une source de distraction. D'ailleurs, de toute sa vie, Nolan n'a jamais possédé ni téléphone portable, ni adresse mail, ni quelconque réseau social. Il explique que lorsqu'il est arrivé à Los Angeles en 1997, il n'avait rien de tout ça et qu'il vivait très bien. Alors pourquoi changer? D'ailleurs, ses idées et ses premiers jets pour ses films, il les écrit encore sur une machine à écrire. Ce style de vie vintage, il le prolonge pendant ses tournages, durant lesquels il ne possède que 2 tenues, mais toujours distinguées. Il tient à ce qu'une certaine élégance à l'ancienne soit présente sur ses plateaux. Ce qui avait d'ailleurs impressionné le boss de Paramount lorsqu'il était venu visiter le set d'Interstellar. Et dans ses costumes, Nolan a toujours une flasque qui ne contient pas de whisky, mais du thé qu'il boit en abondance. Les détails, il s'amuse aussi à les placer dans ses films. Par exemple, sur Inception, les premières lettres des prénoms des personnages Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal et Saito forment le mot Dream, donc rêve en français, ce qui colle avec le thème du film. Pareille astuce dans le Prestige, puisque les premières lettres des noms Alfred Borden et Robert Anger font Abra pour Abracadabra. Mais là où il s'est le plus amusé, c'est avec Dunkerque. Afin de ressentir ce que vivaient les soldats de l'époque, il pilota un avion dogfight avant le tournage. En ce qui concerne la musique, il prêta à Hans Zimmer sa propre montre de poche pour enregistrer les tic-tac lancinants que l'on entend dans le film. Il a également tenu à ce que 12 bateaux ayant vraiment été utilisés durant l'évacuation apparaissent dans le film, et enfin le logo présente aussi un sens poussé du détail, puisqu'il est segmenté en 3 couleurs afin de représenter les 3 éléments, le ciel, l'eau et la terre. Avec un tel dévouement pour chacun de ces films, pas étonnant de constater que seuls Insomnia et The Dark Knight Rises n'ont pas eu l'honneur d'être nommés aux Oscars. À côté de ça, tous ces autres films ont obtenu au moins une nomination. Tout simplement impressionnant. Très cultivé, Christopher Nolan accumule depuis tout petit des tonnes de références qu'il place consciemment ou inconsciemment dans ses films. Par exemple, il a avoué que son goût pour la construction des récits non linéaires venait de la fascination qu'il a eue en voyant pour la première fois Pulp Fiction en 1994. Depuis ce jour, il voue une forme d'admiration pour Quentin Tarantino. Autre exemple, au moment d'imaginer les couleurs et l'ambiance de The Dark Knight, il s'est appuyé sur les peintures de Francis Bacon et son goût pour les fonds noirs soulevés par quelques couleurs vives. Et pour le scénario de The Dark Knight Rises, il s'est inspiré du conte de 2 cités de Charles Dickens. L'esthétique visuelle de Inception, quant à elle, est fortement imprégnée de son amour pour le travail de l'artiste Moritz Cornelis Escher, et pour Interstellar, il a lu beaucoup avant d'écrire le scénario, de Edwin Abbott à Madeleine L'Engle en passant par Ian Banks. Il ajouta enfin que ce qu'il avait le plus inspiré pour Interstellar, c'est ses enfants et le fait d'être père, car pour lui, ce film est avant tout une œuvre sur nos rapports aux proches, plus qu'un film de science-fiction. Alors là, j'ai mentionné quelques influences assez pointues, mais Christopher Nolan sait aussi être léger, puisque c'est un méga fan de MacGruber, personnage culte du SNL qui a par la suite eu son long métrage, mais aussi de Ricky Bobby, qui est l'un des films qui le fait le plus rire. Et pour finir, je vais vous dresser une liste des 10 films favoris de Christopher Nolan, ça vous donnera peut-être des idées si vous ne savez pas quoi regarder dans les prochains jours. Ses 10 œuvres préférées sont donc 2001 l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, The Black Hole, Chinatown, The Hitcher qui est un très bon thriller horrifique, Lawrence d'Arabie, Au service secret de Sa Majesté, Star Wars A New Hope, The Man Who Will Be a King de John Huston, et enfin Top Capi. Voilà, vous avez votre programme. Et c'est sur ces conseils qui viennent tout droit de Christopher Nolan que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter et Facebook, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré de Christopher Nolan. Parmi mes favoris, j'ai opté pour Inception, ma première grande claque des années 2010. Bon, maintenant il est temps de voter, et pour le prochain épisode, vous aurez le choix entre Bradley Cooper et une chanteuse qui devient de plus en plus actrice, Lady Gaga. Alors mentionnez votre préféré dans les commentaires, celui ou celle qui reviendra le plus de fois sera à l'affiche du prochain Tabs. Jusque là, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.